Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Aouras TV, c'est parti pour 60 minutes de direct avec mes invités. Nous reviendrons bien évidemment sur l'actualité en Algérie. Dans quelques minutes, on parlera de ce mardi 52, à quelques jours du 22 février, un an d'une révolution unique au monde, un pacifisme sans faille et historique. Inimaginable, mais les Algériennes et les Algériens sont toujours aussi unis, détermination, on ne lâche rien et surtout pas de marche arrière. Alors au programme ce soir, vous l'avez compris, on viendra sur ces 365 jours de mobilisation, intempéries, chaleur, canicule ou encore ramadan, les vacances, la maladie, les personnes âgées ou les tout petits, les petits enfants, les bébés sont maintenant dans la rue pour que cette révolution continue. Nous reviendrons bien évidemment sur cette journée. C'est le 52e mardi consécutif où plusieurs centaines de milliers d'Algériens ont marché. Une seule et unique revendication, toujours la même, ferme et claire, celle d'un changement, d'un profond système. Algérie libre, démocratique et sociale, État de droit, pays non militarisé, l'indépendance de la justice. Voilà encore une fois les quelques slogans qu'on pouvait retrouver. Un président qui souhaite se rapprocher du peuple, c'était hier, il s'exprimait, je vais le citer. Je m'adresse directement à Hirak, que j'ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement de l'Algérie. Mais grande contradiction, hélas, les mots ne sont pas les actes. Ils continuent à faire preuve de répression et d'intimidation contre cette jeunesse, une jeunesse algérienne qui souhaite tout simplement s'exprimer. Un mardi 52 qui a été fortement aujourd'hui réprimé par la police d'Alger, la jeunesse du RCD ou encore le Comité national pour la libération des détenus dénonce pour sa part plusieurs arrestations et de nombreux blessés ont été enregistrés. L'arrestation de plusieurs personnes à la marche des étudiants à Alger, dont 3 étudiants pour le port du drapeau à Mazir. Et nous reviendrons bien évidemment sur les perspectives, la prochaine étape. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de vous présenter mes invités. Mais en attendant, je vous propose de revenir en images sur ce mardi 52. C'était aujourd'hui dans les aux 4 coins du pays, les Algériens et les Algériennes, les étudiants, mais pas que. Vous allez voir sur ces images, la famille algérienne continue à se mobiliser.
Voilà des images avec toujours autant d'émotions, mais bien évidemment, la jeunesse algérienne, la famille algérienne aurait bien pu se passer de cette révolution et avoir un pays démocratique, un pays libéré où on peut vivre dignement. Mais ces images sont toujours aussi émouvantes. Ça, c'est exactement le mardi 52. Comme à chaque numéro, bien évidemment, je ne peux ne pas évoquer mon ami, mon collègue, proche de travail, mon confrère journaliste, Sami Abdellah, qui est aujourd'hui donc incarcéré en Algérie pour plusieurs raisons, notamment pour une ancienne affaire dont les spécialistes parlent d'un dossier vide et surtout que ce collègue, ce confrère était journaliste au sein d'une chaîne, El Mararibiya, qui elle contribue maintenant depuis 8 ans à ce travail, notamment de dénoncer un peu et de montrer la réalité du pays. Donc une pensée encore une fois pour toi, Sami. Algérie, mardi 52, rien n'arrête la jeunesse, vous l'avez vu sur ces images. Pour m'accompagner, quel plaisir de les accueillir, à commencer par Oustad Saïd Khalil, bonjour. Bonjour, je ne suis pas Oustad. C'est avec plaisir qu'on se retrouve sur le plateau de Mararibiya. Joyeux anniversaire. Il y a 2 ans, je vous ai dit, vous avez 6 ans, c'est bien, vous rentrez à l'école. Là maintenant, vous avez gravi les échelons et bravo pour Mararibiya. Mes pensées à votre confrère Sami. Et puis, donc, on va accompagner ensemble cette révolution qui va aboutir, j'en suis convaincu. Merci pour ces quelques mots de mes confrères d'El Mararibiya. Et là, on est sur Aouras TV, mais les téléspectateurs l'ont compris, ces 2 chaînes, ce sont bien évidemment des chaînes unique puisque c'est elle qui justement montre tout simplement la réalité de ce qui se passe. Mais encore une fois, on souhaite un joyeux anniversaire à nos confrères. Avec nous aussi, Fatah Titouche. Bonjour Fatah Titouche. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation et puis aussi je me joins à Saïd Khalil pour justement exprimer ma solidarité avec Abdel Samia que j'ai eu l'occasion de connaître et j'avais participé à ces émissions avec plaisir. Grand journaliste, merci pour lui. Aïssa Rahmoun, bienvenue Aïssa, quel plaisir. J'ai le plaisir régulièrement de vous avoir au téléphone. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier les uns et les autres, puisque quand vous êtes aussi là, vous prenez du temps d'être sur le plateau. Vous êtes avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager des moments ô combien intéressants et intenses avec Aouras TV, mais aussi avec la chaîne aînée qui est El Mararibiya. Toute ma solidarité effectivement avec votre confrère, et d'ailleurs j'ai annoncé que je vais me constituer volontairement et bénévolement pour défendre le journaliste incarcéré arbitrairement à Tébessa. Merci en tout cas, merci pour lui et sa famille. Avec nous, Hakim Taïbib, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toi, et à nos invités, également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je vous remercie pour l'invitation et également toutes mes pensées vont à notre ami et collègue Abdel Samia qui subit l'arbitraire en Algérie. Et j'espère que ces souffrances ne vont pas trop tarder, qu'il va retrouver rapidement les chemins de la liberté. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite pour lui et ses proches. Alors merci d'être là sur ce plateau. L'avantage, c'est qu'il y a l'expérience pour certains, il y a l'avenir pour d'autres. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que certains sont en France à militer et puis d'autres sont aussi au pays. La première question que je pose à mes invités, je vais commencer par vous, Saïd Khalil. Comment vous pourriez parler de cette révolution? Elle est unique, ça fait 365 jours que les Algériens et les Algériennes ne lâchent rien. Comment vous pourriez en parler? Peut-être cette fois-ci, je vais en parler en termes humains. Parce que peu de vendredis que j'ai raté, qu'il vente, qu'il pleuve, les chaleurs torrides d'été, le ramadan. Et c'est une véritable, j'allais dire, communion. Parce que d'abord, c'est les retrouvailles. Je retrouve mes amis du lycée. Et ça ne date pas d'hier, le lycée, pour moi, c'est les années 60, pour vous dire.
je retrouve mes amis du parti politique que j'ai quitté. Et là, on se retrouve dans les marches, mes amis, mes collègues de travail, donc les gens de mon village. C'est d'abord ça. Et dans une convivialité, dans une fraternité que nous avons pratiquement oublié, que nous ne ressentons plus depuis longtemps, tellement ce qui nous a été imposé, l'éparpillement, l'atomisation de la société, et puis voilà, cette grande famille algérienne qui se retrouve. Et lorsque j'entends des slogans, lorsque il y a de la poésie, il y a des jeunes artistes, il y a ce côté-là que j'aimerais mettre au-delà de nous avons abouti ou pas abouti. Je crois que le chemin se fait en marchant. Hein. Donc 54 personnes savaient que 62, ça allait être un rideau, quoi. Donc la révolution est en marche, elle est irréversible, et que du bonheur pour le moment. Et je souhaite de tout mon cœur que ça continue à être pacifique, parce que la violence, ce peuple, on a subi. Hein. 54-62, c'est pas loin en termes d'histoire. 63, c'est pas loin. 88, la fameuse décennie qui nous a ravagés. Donc, j'espère que ce peuple va retrouver sa joie de vivre ensemble et va aller construire son avenir tranquille. Fatah Titouche, c'est important ce que vous dites, hein, Saïd Khalil, c'est qu'avant tout, les Algériens, d'abord, ont retrouvé la possibilité de manifester, de se libérer, de dire les choses. Et puis, ils ont tellement été meurtris et heurtés dans leur dignité, notamment lorsqu'on a présenté ce cadre de l'ancien président. Ils ont trouvé aussi leur citoyenneté. Donc, humainement, déjà, ça, c'est tout gagné, c'est tout bénéfique. Je crois que Mohamed Dib l'avait prédit 2 fois en écrivant l'incendie. C'est-à-dire que quand vous poussez un peuple dans l'indignité, dans le sommet, le maximum de l'indignité, quand par exemple un peuple algérien aussi fier qu'on le connaît, on lui reconnaît ça, la fierté de l'Algérien, quand vous lui imposez un président sur un fauteuil roulant et que vous deveniez la risée du monde, et puis après vous ramenez comme ça, comme si de rien n'était, en présentant des clowns, des cadres, des trucs comme ça. C'est arrivé à un point où je pense que tous les... Vous êtes tout jeune, vous allez continuer. Hein. Vous êtes tout jeune, vous étiez où ce 9-10 février, lorsqu'on présente ce cadre, lorsque vous voyez ces images à l'ère d'Internet, à l'heure de... Pour tout vous dire, moi c'était en 2014, c'est arrivé comme ça, où pendant l'instant d'une année où j'ai carrément arrêté un peu de faire des activités politiques, et puis en 2014, quand on voit cette audace-là de présenter... Bouteflika, moi j'ai appelé tous mes amis militants que je connais et tout, et je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il ne faut pas se taire, on ne peut pas accepter ça, et je pense que c'est à partir de là qu'est né en fait cet incendie finalement, mais pacifique, dans le pacifisme, parce qu'on a cumulé des années de violence, etc., une expérience qui nous a poussé finalement à montrer un visage d'une grande conscience, d'une grande lucidité. Je pense que les Algériens savent ce qu'ils veulent, et ils veulent définitivement recouvrer leur souveraineté. Et tant que ce n'est pas fait, je pense qu'ils ne s'arrêteraient pas. Madame Taïb, pareil, une réaction sur cette révolution, cette jeunesse. Alors vous la vivez en Algérie, mais vous la vivez aussi à Paris. On se croise régulièrement en France. Écoutez, c'est une révolution qui est globale. C'est une révolution qui vise à tout changer en quelque sorte. Ce n'est pas uniquement le départ d'un système ou bien l'annulation d'un 5e mandat ou bien d'une échéance électorale, mais c'est une révolution qui vise à reconstruire les fondamentaux qui permettent la naissance d'un État. Donc c'est une révolution qui est globale, qui touche à tout, y compris dans les comportements individuel, personnel de chacun, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le premier acquis de cette révolution, si on peut appeler ainsi, c'est bien cet anniversaire-là, parce que le fait déjà de durer pendant une année, c'est un grand acquis. Et je voulais également dire que c'est aussi un événement qui a mis un terme à une période de léthargie auquel le peuple a été, je dirais, forcé. Hein. Donc, on croyait
que le peuple était complètement indifférent et vis-à-vis de Oui, la il avait une certaine image, ce peuple, image au niveau du monde entier. Les Algériens ne bougent pas, absolument apolitiques. et surtout qu'on a essayé de le gouverner, on croyait qu'on allait le gouverner éternellement avec un cadre. C'était une grosse erreur. Et c'est vrai que le peuple, comme l'a dit notre ami Fatah, c'est qu'il a vécu ça comme étant une humiliation, un mépris qui n'a pas d'égal à travers l'histoire, hein, y compris dans les pires dictatures. Un homme malade, dans les pires dictatures, on le remplace, même si c'est par un autre dictateur, mais on le remplace quand même, on ne le garde pas. Là, ils ont forcé le bouchon un peu trop loin. Ils sont allés très loin dans le mépris, dans le dédain, au point de maintenir un cadre pendant combien d'années. Et encore, le pire, c'est qu'ils emmènent ce cadre pour fêter le 5 juillet, le 1er novembre, pour faire les prières de l'Aïd, de l'Ashura et tout. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, quand même, qui a provoqué chez l'Algérien une certaine colère qui est restée à l'intérieur et qui s'est exprimée de façon pacifique aujourd'hui. Et bien sûr, on souhaite que ce pacifisme se poursuit, hein, cette révolution se poursuit, et qu'aujourd'hui, je vais juste dire deux mots, c'est qu'on se pose une question après une année de révolution, après une année de militants, de militantisme, de marche et tout, c'est que la révolution, ce n'est pas une grève. Nous sommes en train de faire une révolution. Et il ne faut pas s'attendre à des acquis immédiats au bout d'une année. On va y revenir, effectivement. Voilà, donc je laisse le soin de... Oui, on va y revenir, et c'est vrai que cette révolution, une année, ce n'est rien, quelque part. Enfin, je crois que ça va être libre, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes militant en politique depuis plusieurs années. Vous allez aussi réagir là-dessus. Plusieurs décennies. Hein. Et vous parliez tout à l'heure de politique. Vous avez été notamment premier secrétaire du FFS dans les années 90, 94. Aïssa Ramoun, donc d'abord avocat, bravo pour le travail que vous faites, parce que vous ne défendez pas des personnes, on va dire, qui ont des problèmes avec la justice un petit peu normaux, mais vous défendez des détenus d'opinion et dans des conditions très particulières, puisque quand on est avocat en Algérie, on n'est pas avocat dans n'importe quel pays, notamment démocratique. Et puis bravo aussi avec le travail que vous faites avec la Ligue algérienne des droits de l'homme. Cette révolution pour vous, un an, notamment en Algérie, comment vous pourriez l'exprimer? Je dirais que c'est une révolution exceptionnelle, parce que là, on a tout le temps dit, c'est que l'Algérie vient de démontrer une deuxième fois, après la première révolution du siècle précédent, 54-62, face à la France coloniale, qui était la 4e puissance du monde, que les Algériens étaient capables d'une révolution et d'un processus révolutionnaire. La première révolution, celle du siècle précédent, et la deuxième révolution pacifique, qui dure une année. Aucun édifice public n'a été saccagé, aucune femme n'a été malmenée par les manifestants. Bien au contraire, la violence est de l'autre camp qu'elle existe. Une révolution multiforme et multicouleur à la fois. Quand on voit des vieux, des jeunes, des moins jeunes, il faut rendre un hommage particulier à la femme algérienne. Parce que si ce n'était pas la présence de la femme, son implication dans la révolution, ça aurait été probablement un soulèvement, une autre tournure, probablement une violence sur le terrain. Donc on tient à saluer déjà la présence de la femme qui, elle aussi, subit depuis des années, des décennies, voire le joug de la hugra, du mépris, dans les textes de loi et dans la pratique en général. Je dirais que la révolution, le peuple algérien a fait un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps pour provoquer et invoquer et inviter les repères de la révolution algérienne. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui étaient victimes de ce régime, les Ben Khadda, les Ben Ramadan, Ben Mehidi, les Jamila Bouhired, ces symboles de l'Algérie de la révolution et post-indépendance ont été invités dans la révolution
le travail qu'ils ont effectué, leur engagement politique, c'est dire que notre jeunesse, en fin de compte, ce n'est pas une jeunesse qui ignore son histoire. Cette histoire qui a été tout le temps occultée, cette histoire qui a été tout le temps manipulée par les tenants du pouvoir, du régime en place, on voit que notre jeunesse s'intéresse, mais redécouvre l'algérianité dans toute sa dimension éthique, politique et historique surtout. Donc ce voyage dans le temps est une station très importante. C'est la révolution qui est en cours. Et la révolution, quand on voit les slogans et les mots d'ordre qui sont dans les manifestations, qui nous projettent dans le futur une Algérie démocratique, une Algérie de droit, une Algérie égalitaire, une Algérie de justice sociale. C'est extraordinaire comme mouvement qui a duré une année en étant pacifique et civilisé à la fois. Un pacifisme unique et qui a même été démontré dans n'importe quelle ville. Si on prend place de la République, on manifeste, mais l'état des lieux est au départ comme à la fin. Tout est nettoyé, tout est rangé. Et encore une fois, il y a à peine 48 heures, une grande marche avait lieu entre République et Bastille. Il y avait, je crois, 2-3 véhicules des forces de l'ordre pour vous dire qu'il n'y a aucun incendie. Alors, bien évidemment, ça c'est la révolution. Il y a un réel côté positif. Il y a des choses qui ont été acquises. Bouteflika est sorti, changement du chef d'état-major, mais derrière ça, ça ne s'est pas fait comme ça, de la répression, des intimidations, des incarcérations. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes avant de parler des perspectives tout de même. Aujourd'hui, il y a un président, alors est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Est-ce que vous le considérez comme votre président, le président, notre président ou pas? Et puis c'est un président qui est un peu en décalage, je le disais tout à l'heure, hein, qui adresse, il adresse directement Hirak à maintes reprises, qui qualifie de béni pour lui tendre la main, mais encore une fois aujourd'hui, la répression continue, les intimidations continuent. Et oui, bon, c'est prévisible. En fait, pour le président, je mets les guillemets, nous l'avons dit dès le départ, qu'il y avait un débat, pouvions-nous empêcher l'élection ou pas? Bon, du fait que la révolution est pacifique, le mouvement est pacifique, il n'était pas question d'empêcher par la force les quelques électeurs qui ont, comment dirais-je, désigné, ce président. Donc à partir de là, je crois que beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes savaient que l'état-major allait imposer un civil comme façade civile de l'état militaire. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas, bien sûr. S'il pourrait faire autrement, il est président, Tebboune, aujourd'hui. Il est illégitime, vous allez réagir aussi sur cette illégitimité, mais est-ce que réellement, il reste toujours une marionnette, comme le disent plusieurs spécialistes, où il peut réellement prendre un président, il pèse ce que pèsent ses électeurs. Vous ne pouvez pas peser, j'ose pas dire le chiffre. En tout cas, les observateurs avisés parlent de 8% à l'échelle nationale. Une région a fait 0%. Donc, on est dans la dissidence. Voilà. À partir de là, donc, on ne peut pas parler réellement de président. Donc, en fait, on savait, on l'a toujours dit, moi personnellement, sur les plateaux de Maghrébien, Berbal TV, ou lorsqu'on nous a ouvert quelquefois les chaînes en Algérie, on a dit que ça va être un coup de force et un président imposé, désigné, parce que l'état-major a les capacités, il a les institutions entre les mains, il a les forces de l'ordre entre les mains, il a le trésor public entre les mains, il a les moyens d'imposer son président. Mais le problème reste entier. Donc on ne peut pas parler d'une élection, c'est un vrai carnaval, quoi. Partant de là, donc on ne fait que compliquer et complexifier la crise éminemment politique. Fatah Titouche, pour réagir aussi là-dessus, depuis maintenant 2 mois, 2 mois et demi, comment vous voyez un peu le pays d'un point de vue politique? Est-ce que le pays est toujours autant militarisé, même si on a un chef d'état-major par intérim qui est plutôt en retrait? On ne l'entend pas trop réellement, enfin pas comme son prédécesseur. Quel bilan vous pourriez faire un peu? On sent qu'il y a un peu panique au palais, on sent que... Enfin, on va pas revenir sur il y a un directeur des douanes qui a été nommé
annulés, renommés. Enfin, on sent un peu qu'il y a une réelle Je cacophonie. pense que dans ce- vous parlez aussi du fond de l'État, de ce qu'est l'État, c'est-à-dire les institutions, l'État des institutions. En fait, l'État algérien, je le mets entre guillemets, moi, volontiers, parce que je ne considère pas que nous avons un État, mais nous avons un ensemble d'instruments. En fait, les institutions sont devenues un ensemble d'instruments aux mains d'un groupuscule de généraux. C'est-à-dire, pour même pas parler de l'institution militaire, mais il ne s'est pas militarisé à partir du moment où l'ex-chef de l'état-major prenait la parole. Il s'est militarisé, c'est-à-dire que en fait, la prise de pouvoir, elle se prend par la légitimité, par les urnes ou par la violence. Ils l'ont pris par la violence à partir de l'indépendance, en fait, en imposant tout. Et puis, depuis, ils ont su, après, travailler une façade civile. Mais depuis toujours, en fait, il y a ce que, par exemple, d'autres analystes appellent la boîte noire, c'est-à-dire des généraux qui tiennent, en fait, le pays. Et puis qui désigne une façade civile, une administration exécutive, et puis un président et des médias, et puis même ils créent même des partis d'opposition de façade, c'est-à-dire tout est de façade, et derrière il y a des gens, des groupes d'intérêt en fait, qui dirigent le pays. Tebboune, alors l'arrivée de Tebboune, c'est un remplacement en fait finalement de Ben Salah qui était malade, qui ne pouvait pas continuer plus, et donc du coup on a désigné un autre porte-parole finalement de l'état-major. Et puis moi personnellement, quand on parle de clanisme à l'intérieur de l'état-major, moi personnellement dans les faits, je ne le vois pas, parce que quand bien même il y a eu Ben Salah, Gaïd Salah, les fameux couacs qu'il y a eu, au final la feuille de route elle a bien été respectée. Aujourd'hui, Tebboune essaye par le biais de l'Intox. N'oublions pas que c'est un système totalitaire. Donc l'Intox est propre au système totalitaire. Je pense qu'ils essayent de faire gagner Tebboune une sympathie. Certains Algériens penseraient qu'ils voudraient des réformes et qu'il y a un groupe au sein de l'armée qui le gêne. Et peut-être qu'ils voudraient... mais n'oublions pas que nous sommes dans une révolution, dans un mouvement de rupture avec le régime pour une reconstruction de nos institutions à nous, une réappropriation de nos institutions, toutes nos institutions, à partir de la justice, l'armée, tout, l'organisation de tout ça. Donc voilà. Hakim Taïbi, aussi un mot peut-être. Depuis 2 mois, il y a pas mal de chantiers qui ont été lancés. Alors on peut rappeler aussi que la révolution ne se préoccupe pas, enfin nous, tous les militants qu'on peut rencontrer, que ce soit via Internet, à la télé ou au téléphone, enfin peu importe, ne suivent pas réellement le calendrier, la constitution, le plan économique, le prix du lait en poudre, enfin ils ne s'en préoccupent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt un espoir ce changement avec Tebboune, ou alors vous êtes totalement... Alors déjà, excusez-moi, le mot espoir avec ce même pouvoir, ça ne colle pas. Hein, donc, sur le Certains plan... disent que grâce à cette révolution, il y a tout de même un changement, avec un pouvoir qui se déstabilise aujourd'hui. Enfin, j'aimerais bien aussi avoir votre avis là-dessus. Est-ce que le pouvoir est déstabilisé aujourd'hui, juste pour fragilisé un petit peu, c'est que Tebboune n'est président que de ceux qui l'ont installé. Aux yeux du citoyen, il n'est pas président. Ce n'est pas parce qu'il manque de légitimité. Il n'est illégitime. Il n'a pas été élu, c'est clair. Les résultats, les données des votes le confirment. Et en plus, c'est le produit, si vous voulez, c'est le fruit d'un certain jeu d'équilibre entre les 2 ou 3 clans du pouvoir. Donc, il a été choisi, entre guillemets, par le pouvoir et non pas par le peuple, pour mener un certain nombre d'actions précises, notamment la révision de la Constitution. Il a parlé de la loi électorale et également, il a parlé de, comment on l'appelle, non, pas législative, la justice, sur la justice. Alors, il a souvent, quand on lui a posé la question pour un président qui arrive pour diriger un pays en pleine crise, si j'ose dire, parce que la partie économique, elle est là, hein, elle va peser dans quelques mois, elle va s'exprimer avec une certaine violence. Je parle violence des répercussions sur le citoyen. Donc il y aura certainement des douleurs à attendre. C'est qu'on arrive avec un président, on lui dit « c'est quoi votre programme ?» Il l'a décliné en 3 points, hein, constitution, loi électorale et
justice. Je pense, mis à part la justice, et on le voit, il ne peut rien faire, mis à part de libérer, de gracier les détenus de droit commun. Donc, mais pour les détenus politiques, il n'a rien fait. Je rappelle qu'il y a eu un seul, enfin vous allez peut-être me contredire, Aïssa Ramoun, mais il y a eu un seul détenu d'opinion sur les... Sur les 6 000. Les 6 000 qui ont été... voilà, donc il y a un seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce président, il est placé pour accomplir 2-3 missions, avec, je ne sais pas s'il aura la possibilité d'aller jusqu'au bout, mais pour le citoyen, pour nous, ce n'est pas du tout un président, c'est un agent administratif. Voilà, donc il est un secrétariat. Plusieurs plans d'action aussi mis en place rapidement. Le chantier de la Constitution, alors on rappelle qu'il y a eu un groupe de professeurs, je voudrais bien aussi avoir votre avis là-dessus, de professeurs du corps, notamment de la justice, sans se préoccuper aussi de cette révolution, parce qu'a priori on aurait pu penser qu'il soit nommé, désigné ou élu, il aurait pu se préoccuper rapidement de cette révolution qui continue. Écoutez, non seulement le désigné de l'état-major n'est pas légitime, n'est pas crédible, mais aussi, je dirais, qu'il n'est pas légal. Souvenez-vous qu'à la démission du président, la Constitution prévoit que le président du Sénat gère une période de transition de 90 jours et le seul mandat, la seule prérogative du chef de l'État, c'est de préparer des élections présidentielles dans un délai de 90 jours. Le délai étant expiré le 9 juillet, donc la date des élections c'était le 5 juillet, dépôt de 2 candidatures invalidées par le Conseil constitutionnel. Le 9 juillet arrivant à nos portes, le chef de l'État, Ben Salah, n'est plus responsable de l'État. Et à partir de cette date, on est hors constitution. Et c'est dans cette atmosphère qu'on organise, qu'on impose aux Algériens, à travers les relais du régime connu, une élection, entre guillemets, présidentielle. Il n'est doté ni de légalité, ni de légitimité, ni de sympathie, ni de crédibilité. Donc je dirais que c'est pour cela que le peuple demeure dans la rue actuellement et qu'il ne veut pas quitter la rue. Maintenant, la question de la Constitution. La Constitution est un travail, est un chantier, est un processus populaire très sérieux à ne pas confier aux experts, à ne pas confier aux techniciens. Une constitution, c'est l'émanation de la volonté populaire. On se dirige, c'est l'expression la plus politique. C'est un contrat social, comme on dit. Tout à fait. Souvenez-vous, et je pense à Ahmed Saïd Khalil est plus averti sur la question, la première constituante au cinéma majestique en Algérie, qui était éclaboussée par un clan qui ont opéré un coup d'État sur le gouvernement provisoire et un coup d'État sur l'Assemblée constituante, confié à des experts pour rédiger une constitution qui passe hélico presto. Alors qu'on avait à la tête de l'Assemblée constituante un certain Farhat Abbas, qui commençait à faire un travail exceptionnel. Le putsch était parti de là, la déviation, le dérapage est parti de là. On n'en est jamais guéri. Et c'est pour ça que je dis que si le peuple a fait un voyage dans le temps, le régime est en train de faire aussi un voyage dans le temps. Exactement. Les vieux réflexes, les vieux principes démoniaques de ce régime refassent surface. C'est comme disait trop bien Jean de La Fontaine, chassant le naturel, il revient au galop. Est-ce qu'on peut parler de projet politique aujourd'hui en Algérie? Tous les invités que je reçois, qu'ils soient de la diaspora franco-algérienne, des militants politiques ou élus de la République française en Algérie, aujourd'hui, est-ce que réellement, au sein du gouvernement, alors 39 ministres encore, on le rappelle, les anciens sous le régime de Bouteflika, est-ce qu'on peut parler réellement de grandes lignes, de grandes orientations politiques d'un point de vue économique, d'éducation est-ce qu'on peut... Vous parlez du régime ou de la révolution? D'action du gouvernement. Du gouvernement, je parle. Dans le gouvernement. Écoutez, on aurait réellement un gouvernement de crise. La première chose qu'on fait, c'est un gouvernement resserré. Vous n'allez pas faire un ministre de la pharmacie, un ministre du cinéma, un ministre des incubateurs. Un ministre de cinéma qui n'existe pas. Voilà. Donc, partant de là, on a tout de suite compris
c'est un jeu d'équilibre. Moi, général X, bon, je vais placer mes proches, mes amis. Mettez-moi 4 ministres, l'autre mettez-moi 5, et puis on arrive à 39. Puis, quel est ce projet annoncé? Et je crois que la révolution n'a pas cessé, tous les animateurs, tous les analystes, les observateurs n'ont pas cessé de répéter. On ne peut pas entamer un chantier de reconstruction sans une grosse légitimité populaire. Et avec ça, ce n'est pas gagné, attention. Ce qui nous attend, c'est effroyable comme travail. Le pays est démoli, il est en ruine. Donc, retravailler, reconstruire tout ça, ça demande un sacrifice. Ça me rappelle un petit peu 62, lorsque ceux qui revenaient de Tunisie ou du Maquis ont pris le pays en main. Je me rappelle lorsque Bembella, président de l'époque, les caisses vides, il a appelé tous les Algériens à contribuer, et toutes nos grand-mères, nos tantes, nos vieilles, ils ont mis leurs bijoux dans le Sandouk Tadamoun qui a fini qui a fini autour du cou, dans les mains des femmes de ministres, je ne sais pas quoi, le Sandouk Tadamoun. Mais là, il faut un Sandouk Tadamoun, mais avec... On sait où va aller notre argent, pour vous dire. Donc, ce n'est pas avec une équipe comme ça que vous allez avoir un projet. Et puis, les réformes sont incontournables. Si vous voyez, par exemple, les subventions, on ne peut pas continuer à subventionner. On a, avec un budget de 10 à 15 milliards, c'est pratiquement le tiers. On ne peut pas continuer avec un budget comme ça qu'on alloue à l'armée. Tout est à revoir. Et ce n'est pas avec un gouvernement d'une faiblesse politique extrême que vous pouvez aborder ces chantiers. C'est impossible. En tout cas, la révolution, on sent qu'elle est. Je voudrais qu'on parle maintenant des perspectives. Comment un peu, selon vous, avancer. Donc, on est mardi. Il doit être, je ne sais pas, 19h dans ces eaux-là. Donc après-demain, il y a a priori un collectif qui doit se réunir, notamment au siège de SOS Disparus. D'ailleurs, j'invite vraiment les Algériens et les Algériennes, si vous n'avez pas encore rendu visite à cette association, moi j'ai eu le plaisir de leur rendre visite dans le cadre d'une conférence avec Karim Tabou, à qui on a une pensée bien évidemment. Ça vaut vraiment le coup, car en Algérie, il y a des milliers et des milliers de disparus qu'on n'a jamais retrouvés. Donc dans 48 heures, donc un certain nombre d'activistes du mouvement populaire, des artistes, des journalistes vont se réunir pour officialiser cette date du 22 février, mais aussi peut-être pour travailler. Alors clairement, voilà, je vais citer par exemple Khaled Drareni, je le citais hier aussi avec mes invités, mais il dit clairement l'idée de faire un bilan d'étape après une année, d'envisager des perspectives et de traduire sur le terrain ces revendications. On va essayer un peu de... Alors donc c'est après-demain et ça a lieu donc au siège de SOS Disparus, puisque ça devait avoir lieu dans un hôtel, et bien évidemment Alger a dit non pour des raisons de sécurité. Les perspectives, le PAD, après-demain, donc il y a cette organisation. On sait très bien qu'il y a une sensibilité tout de même en Algérie. On sait très bien qu'en politique, d'un point de vue général, c'est très sensible d'élire un représentant, de créer un parti. Il y a aussi en Algérie une problématique qu'il va falloir vraiment améliorer, c'est la confiance en la politique, la confiance aussi entre les Algériens. Je voudrais maintenant avoir un peu votre avis, comment vous voyez la suite. Il faut que la révolution continue, je pense, vous n'allez pas me dire le contraire. Il faut continuer à marcher, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, en plus de ça, continuer à proposer des choses? Je m'arrêterai là. Il faut aussi faire preuve de positivité. Il y a des collectifs, il y a une ligue, il y a des partis qui travaillent, notamment d'autres collectifs en France. Prenez la parole, Saïd Khalil. Alors, comment on peut travailler pour avancer maintenant? Je crois que d'abord, il faut continuer le travail qui se fait. Il y a des collectifs, parfois au niveau des villes. Vgaït est très animé par des débats, par tout ça. Alger, à un certain moment. Puis il faut dire qu'on travaille toujours dans une ambiance, dans un terrain d'interdit, d'hostilité, de répression. Donc c'est toujours l'éternel combat pour arracher des espaces de liberté et tout ça. Personnellement, j'ai participé à la réunion du PAD du 25 janvier, interdite. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'on
on charge cette pauvre classe politique ou ces pauvres animateurs qui donnent de leur temps, de leur énergie pour activer, etc., dans un terrain complètement hostile. Et c'est une réunion qui s'est tenue dans la cour d'un siège du parti. C'est des partis agréés, officiels. Annulé par la wilaya d'Alger, ça devait avoir lieu à la SAFEX. J'ai envie de vous dire ça, on a très bien compris dans quel régime, quel État nous sommes. Mais certains Algériens aujourd'hui, en France ou en Algérie, sont pour certains un peu dépités. Bon, certes, beaucoup sont toujours aussi motivés, mais se disent, bon, on marche, ça avance pas, que faut-il faire ? Il faut aussi leur redonner un peu confiance et leur... Oui, c'est-à-dire, moi, il y a un discours, il y a un discours un peu défaitiste dangereux. C'est comme si ces marches, c'était rien. Oui. Mais ces marches, c'est grandiose. Ces marches, c'est énorme. C'est tout ça. Connaissez-vous un régime qui va s'accommoder de marches millionnaires chaque vendredi, qui subit cette pression? C'est pas vrai. Donc ces marches, elles ont leur poids. En attendant, rien ne nous empêche d'inventer d'autres moyens de lutte, d'autres façons de faire. La société civile, dès qu'elle a un espace, elle l'occupe. C'est pas vrai. Il y a une vie, il y a une frénésie, il y a de la production, je dirais, même littéraire. La société est en train de se transformer. Alors, on vient de loin. On vient d'un désert politique. On vient de 20 ans de bouteflикisme où l'expression était interdite et tout ça. Et, ma foi, d'abord, il faut se réjouir de cette moisson. On va la déguster, c'est notre anniversaire. Il ne faut pas qu'il y ait il ne faut pas nous gâcher la fête, oui. Quoi. Non, mais je crois, bon, ça c'est vraiment des éléments, je vous suis. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un an d'abord, c'est peu. Et puis, il y a beaucoup de choses positives qui ont eu lieu. D'abord, les Algériens, les Algériennes, on arrive à s'exprimer aujourd'hui. On est libérés, on retrouve notre citoyenneté. Mais comme on est aussi en 2020 et les choses vont tellement vite, la société va tellement vite, il faut créer des choses. Certains se disent aujourd'hui, mais limite, pourquoi on n'a pas un président à présenter, vous voyez? Est-ce qu'on peut imaginer, je vais aller un peu direct dans mes questions, est-ce qu'on peut imaginer un représentant de la justice aujourd'hui, un représentant d'un parti politique, un représentant artistique, pour peut-être créer un rapport de force et puis montrer aussi que cette révolution, elle a aussi un projet. Je voulais juste, si vous permettez, revenir, placer deux petits mots concernant le volet économique. Oui. L'équation, elle est très simple. Hein. En Algérie, on ne peut pas concilier les intérêts d'un État, d'un pays, avec ceux d'une mafia qui le dirige. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut rien avec 1000, 2000, 3000 milliards de dollars. On ne pourra pas avancer économiquement et socialement avec un tel régime. Et ça, les Algériens l'ont compris, il faut vraiment un changement. Un pays gouverné par une mafia, il faut le dire, on a les preuves, l'oligarchie qui s'est constituée autour du régime Bouteflika, qui trouve ses origines bien avant. Hein, c'est pas, la corruption n'est pas née d'il y a 20 ans, hein, c'est un procédé qui a existé depuis toujours. Donc, économiquement parlant, on ne peut pas concilier les deux intérêts. Mafia et État, ce n'est pas possible. Donc il faut rompre, il faut casser cette mainmise de cette mafia sur les richesses, les ressources du pays. Pour y arriver, bien évidemment, il faut poursuivre cette révolution, pacifiquement bien sûr, mais également, il faut trouver, effectivement, il y a matière à réfléchir. On n'a pas les solutions, elles ne tombent pas du ciel, il faut aller les chercher. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que malheureusement, on entend un petit peu certains faire la critique des partis politiques et tout. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette démarche. Et ça peut se comprendre aussi. Non, mais ça vient 30 secondes. Ça peut se comprendre quand on voit que les Algériens ont perdu une totale confiance en l'homme et en la femme politique depuis des années, puisqu'ils ont été réprimandés, corrompus. Donc ça peut se comprendre aujourd'hui. On peut reprocher des choses aux hommes politiques, aux partis politiques, mais une chose est sûre, c'est qu'en démocratie, la sanction contre un parti ou un homme politique, ça s'appelle les urnes, pas autrement. Ça, c'est une chose. Donc, allons-en vers pour faire imposer cette sanction, qui est une sanction démocratique. Le chemin est long, hein, avant. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important que les Algériens se réapproprient
l'activité et l'action politique à l'intérieur des partis, à l'intérieur des collectifs, mais il faut y aller. Il ne faut pas laisser le terrain vide aujourd'hui. Je voulais rebondir en fait sur les marches, justement pour rejoindre ce que disait Ami Saïd Khalil. En fait, cessons de regarder ces marches comme des jambes. En fait, ce qui marche, c'est un potentiel politique humain énorme. Ces marches, rien que ces marches, sont l'activité des partis politiques et des associations. On fait un grand travail de déconstruction, reconstruction de notre histoire, de nos valeurs, du peuple algérien finalement. Quand on se réconcilie avec l'histoire, moi quand je vois par exemple des conservateurs qui longtemps ont considéré la Souma, Ben Hamdan, etc. comme un ennemi finalement de l'islam ou de leur idéologie, prendre comme ça Ben Hamdan et se réconcilier avec ce symbole, avec son histoire, la relire autrement, loin des interprétations et des instrumentalisations du régime pour tous les symboles. Quand on, par exemple, on reprend le symbole Hussein Ahmed et tous les symboles de la révolution, tout ce travail-là, quand par exemple dans d'autres régions on parle berbère et en Kabylie on parle arabe, ça c'est un travail énorme qui nous attendait, un travail de reconstruction du peuple. Quant aux partis politiques, aux associations, oui, il faudra peut-être faire le bilan de ces actions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on est dans... Je ne vais pas utiliser le mot urgence parce que j'ai toujours horreur de la dictature de l'urgence, mais aujourd'hui, il nous faut un pacte social, un nouveau pacte social. Les acteurs politiques devraient travailler, peut-être changer de démarche. Dans cette démarche de rassemblement, il y a eu beaucoup d'initiatives de rassemblement, peut-être changer de démarche. Au lieu d'évacuer les divergences, peut-être commencer par les divergences en les identifiant et en évacuant finalement la morale et la confiance. Et c'est en fait... ce mot de confiance... Ces grandes phrases de « il faut se rassembler par des garanties finalement ». Que peut donner comme garantie un conservateur et à côté, par exemple, une féministe, même de l'extrémisme féministe, qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme garantie à un conservateur pour finalement travailler ensemble? Je crois que le rôle, vous allez intervenir Aïssa Ramoud, mais je crois que le rôle de ces personnalités politiques ou ces figures emblématiques, ces dirigeants pour certains politiques d'ailleurs qui sont allés aussi très vite, qui ont ouvert rapidement leurs bras vers Tebboune. Je crois que c'est aussi les méthodes de communication, elles vont être aussi importantes. Comment communiquer, quel rôle jouer pour donner aussi envie à ça. Alors je me dirige vers vous, parce que je crois que vous êtes peut-être le plus jeune du plateau, mais de donner envie à cette jeunesse de retrouver cette confiance et de s'ouvrir. Tout à fait, je voulais revenir sur ce principe de la confiance, oui. et de la perte de confiance. Écoutez, effectivement, pendant des années, les citoyens algériens ont perdu confiance à la classe politique en direction de la société civile. Ces deux dernières, comme Ami Saïd l'a si bien dit, imaginez 20 ans de guerre civile, 20 ans de corruption, que reste-t-il de la classe politique et de la société civile? Mais le danger où il existe à ce niveau, c'est qu'il ne faut pas généraliser la classe politique. Ahzab al-Moualat, qui ont pris des positions claires, qui ont participé dans toutes les dilapidations, dans le bradage général des biens des Algériens, dans le détournement, dans la hogara, dans tout ce qui s'est fait contre les Algériens. Et les partis de l'opposition qui sont restés crédibles, et ça existe, ils sont là à travers leurs militants, à travers leurs responsables, à travers leurs actions. La société civile, je vous dis, on est une organisation agréée, créée en 85, agréée en 89, on n'a pas eu le temps d'être nous-mêmes une Ligue des droits de la personne humaine. On était embarqués dans un débat politique. On était, durant les années 90, entre la réconciliation et l'éradication. C'est un travail pédagogique que la classe politique, la société civile ont assuré pendant des années. Lucidité et pédagogie. Il est de notre devoir actuellement, en tant que corporation, en tant qu'analyste, en tant que militant politique, d'apporter à la population ce témoignage pour l'histoire que la classe politique qui était dans l'opposition, qui n'ont pas marché dans les stratagèmes du régime, et la société civile réellement autonome doit être revalorisée, doit être de nouveau crédibilisée
par leur passé. C'est très important. Il nous reste 7 minutes d'émission, justement. Je vous garder la parole, mais terminez votre propos, mais aussi parlez-moi un peu, vous allez le faire aussi les uns et les autres. D'abord, la révolution est organisée, à moins, parce que certains disent qu'elle n'est pas organisée, mais peut-être que pour tenir un an avec ces carrés, ces marches, ces collectifs qui militent aux quatre coins du monde et en Algérie, je pense qu'elle est organisée. Et puis il y a des éléments positifs, il y a des collectifs, il y a la Ligue des droits de l'homme, et il y a d'autres associations en Algérie. Enfin, la Ligue fait partie d'un collectif d'organisation. On n'est pas seul, on ne peut pas avoir le monopole de la défense des droits de la personne humaine. On le fait à plusieurs et c'est tant mieux. Par contre, ce que je voulais dire, il y a des initiatives. Il y a l'initiative du PAD, il y a l'initiative de la société civile, de la coalition de la société civile, il y a l'initiative Ta'tensiqiya, il y a l'initiative du Forum. Il y a d'autres initiatives qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas lisibles, qu'il faut rendre visibles et lisibles à la fois. La seule garantie qu'on peut avoir, nous tous, en tant qu'animateurs de la société civile et de la classe politique, c'est exactement comme ce qu'a dit mon ami Fatah, c'est d'arriver à ce pacte inclusif qui ne soit pas dans l'exclusion, parce qu'à l'Èche, on est tous condamnés à réussir. En dehors de ce pari, de ce défi, je pense qu'on va revivre encore des années et des années de sous-régime. Oui, je vous en prie. Par rapport à la recrédibilisation des associations, je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur de penser que le peuple algérien rejette le politique ou rejette les politiques. Je pense qu'il y a une aubaine incroyable pour ces associations, pour ces partis politiques, justement pour regagner eux-mêmes, en fait, finalement, cette crédibilité en repartant vers le peuple, en brisant l'interdit. Je voudrais citer rapidement Ali Msili Rabbi Rahmou en 87, quand on râlait un peu sur l'interdiction du journal du parti. Il leur disait, mais vous vous attendez à quoi? Qu'il lui fasse la promotion? Non, il faudra réouvrir d'autres journaux, il faudra utiliser tous les canaux de communication, et on a inventé d'autres s'il en faut. Aujourd'hui, le peuple algérien aussi, ça serait une erreur de considérer qu'il voudrait simplement, finalement, vivre une démocratie représentative classique. Non, il a intégré aussi les défauts des démocraties occidentales. Aujourd'hui, le peuple algérien, il est déjà, d'ores et déjà, dans une sorte de démocratie participative, finalement, en refusant d'un côté la représentation, et en écoutant tout le monde et en participant, finalement, partout, avec des acteurs, des jeunes, un peu partout, des agoras. Donc il est d'ores et déjà, depuis un an, dans un exercice d'une démocratie participative. À nous maintenant de donner davantage d'outils, en utilisant les moyens, les technologies de l'information, pour mettre ces gens-là en contact et finalement créer un nouveau modèle. Moi j'y crois, hein, je crois profondément que cette révolution va accoucher d'un nouveau modèle qui serait un modèle, comme notre révolution a été l'exemple pour beaucoup de pays, cette révolution, elle peut aussi l'être. Elle peut être l'exemple pour beaucoup d'autres pays. Hakim Taibi, la dernière minute. Vous aurez tous une minute pour conclure. Je vais revenir tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a une ferveur pour la chose politique, hein, mais elle doit se traduire par une adhésion massive à des projets politiques. Et c'est là où le rôle des partis, des animateurs, des associations, des activistes, on les appelle comme on veut, c'est là où ils doivent proposer quelque chose. Ils n'ont pas de solution à proposer, mais les éléments de projet qui peuvent susciter une adhésion populaire, citoyenne. Bien évidemment, il y a plusieurs formes qui sont envisageables, et ça, en fonction de la situation, et aller au-delà. Il faut briser l'interdit. Comme le peuple a brisé la peur, il a brisé les interdits qui pesaient avant 22 février, il faut qu'il aille au-delà. Ce qui est énorme en un an. Oui, aujourd'hui, c'est une lutte pour se réapproprier sa citoyenneté, c'est une lutte émancipatrice. Donc c'est pour ça que le citoyen refuse le schéma classique, venez demander l'agrément. On nous a demandé, nous, des partis non agréés, d'aller déposer. C'est le déni politique pendant des décennies maintenant. Donc c'est une nouvelle approche politique et il faut coller à cette réalité. Et c'est une dynamique qui est en train de transformer la société, y compris à l'échelle individuelle. Nous devons aussi faire un effort sur soi,
se transformer, perdre nos habitudes, perdre tout ça, refuser les passe-droits, accepter les critiques. Accepter les critiques. Donc c'est l'Algérie nouvelle qui est en train de naître. J'ai grand espoir. Je crois en cette jeunesse. Elle va arriver. J'espère qu'on vivra quelques moments. Dernière minute pour ça serait quelques phrases comme ça. Sortir de la dictature de l'urgence, passer de la réaction à l'action et passer de finalement la contestation et cette opposition-là à l'opposition par la proposition. Aujourd'hui, il faut répondre à cette attente de proposition. Il faut proposer, il faut oser aujourd'hui. Combien même c'est clivant, moi je salue le pas d'affirmer leur identité, que d'autres affirment leur identité. Finalement, comme disait Harkoun, les religieux ne parlent pas entre eux, mais les religions, si. C'est-à-dire les contenus, ils peuvent parler entre eux. Saramoun, pareil. Pour le mot de la fin, je dirais qu'il faut qu'on investisse dans une triptyque assez importante devant la situation qui est présentée pour la classe politique, pour l'élite et la société civile. Une triptyque pédagogique en fin de compte. Il faut qu'on apprenne à s'entendre, à s'écouter. Il faut qu'on apprenne à se comprendre. Et par la suite, on va entreprendre. C'est le devoir et c'est l'engagement de la classe politique, de la société civile, de l'élite, des hommes de lettres, des artistes. Il ne faut pas qu'on arrive à décevoir le peuple une autre fois. Merci à tous les quatre. Fatah Titouche, merci militant politique. Aïssa Ramoun, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. J'ai souvent l'occasion de vous avoir au téléphone, mais là, vous êtes sur le plateau, donc avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous. Hakim Taïbi, vous êtes journaliste, vous êtes militant. Et puis, Missaïd Khalil, vous êtes militant politique. Vous avez été longtemps premier secrétaire de ce grand parti qui est le FFS. En régie, merci Abdellah, à toute l'équipe. Les réseaux sociaux sur la page Facebook et la page YouTube d'Aouras TV. À très vite pour un nouveau numéro de Sans Frontières. Bonne fin de journée. كلاش القتالين طحتوا في اليدين ما نسمحوا اليوم الدين نموتوا ماشي خساره وتبقى بلادي في العينين ضحيتوا بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحوا فيها كاع يا السراقين حريه لا بديل درنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل رمى رانا راجعين حريه لا بديل درنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل رمى رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها
اسمع الصون استغل ديتوكسي نقيلك ودني يمي انتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش